Bonjour David. Bonjour. Enchanté et merci de participer à notre podcast. Merci de ton accueil. Écoute, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots et revenir un petit peu sur tes activités en ce moment en lien avec le conseil notamment ? Bien sûr. Donc, je m'appelle David Mahé, je suis un entrepreneur du conseil. J'ai fondé et je dirige un groupe de conseil en ressources humaines qui s'appelle Human & Work, dont la vocation, dont la raison d'être est de construire ensemble un monde du travail inclusif, responsable et serein. Concrètement, on essaie d'aider les DRH dans les entreprises à prendre soin de leurs équipes, de leurs organisations. On s'intéresse et on apporte une expertise dans les thèmes de la santé mentale, de la diversité et de l'inclusion, des questions de carrière et de leadership. On est présent en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et enfin, au niveau plus de l'organisation professionnelle, j'ai été choisi par mes pairs pour animer Syntec Conseil, qui est l'organisation professionnelle qui fédère tous les acteurs du conseil en France, les sociétés d'études, les cabinets de recrutement, les acteurs des transitions professionnelles, du coaching. Et voilà, donc j'ai le plaisir d'animer cette communauté très dynamique. Alors on va y revenir justement sur certains conseils, c'est extrêmement intéressant dans ce podcast. Moi je voulais revenir un petit peu sur ton expérience Human & Work, parce que comme tu dis, tu ne viens pas forcément du sérail du conseil, tu as créé ton entreprise, donc tu es avant tout un entrepreneur. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur les origines de cette création ? Absolument, c'est une rencontre. La rencontre avec Patrick Légeron, un psychiatre, qui à la fin des années 80, à l'hôpital Sainte-Anne, avait été sensibilisé aux questions de stress au travail. Et en particulier, donc, beaucoup de ses patients, finalement, lui parlaient autant de problèmes de relations avec des collègues, relations avec les patrons, de plaisir au travail, que des problèmes psychologiques plus personnels. Voilà. Et donc, il a créé Stimulus, un cabinet de conseil spécialisé sur les questions de santé mentale. Voilà, et j'ai rencontré Patrick il y a une dizaine d'années, à un moment où il voulait passer la main. Et donc c'est à cette occasion que j'ai repris Stimulus et créé Human & Work quelques années après. D'accord, donc c'est intéressant, c'est un psychiatre de formation qui en fait s'est reconverti, si j'ose dire, dans le métier du conseil en fait. Absolument, c'est parce que le monde du conseil, c'est effectivement travailler sur des process, l'organisation, mais aussi travailler sur la question des émotions, la question du management, la question de l'organisation du travail et la question de santé mentale sont aussi un sujet de préoccupation pour les organisations, pour les dirigeants, pour les entreprises. Et donc le métier de Stimulus, c'était ça. C'est ça. Et toi, tu as repris quand, du coup, Stimulus ? En 2012. D'accord. En 2012. Donc, à l'époque, c'était plutôt un petit cabinet, mais déjà avec une hyper spécialisation, une expertise de haut niveau, avec également une capacité à la fois à intervenir en période de grande crise, quand l'entreprise subit des problèmes sanitaires, médiatiques, par exemple. Il y a eu notamment dans les années 2000, ce qu'on appelait les suicides chez France Télécom ou Renault, etc. Donc une capacité à gérer des crises, une capacité à accompagner des transformations, et puis une capacité à enrichir une politique RH avec à la fois de la prévention en matière de santé au travail, à la fois de la formation pour développer des compétences, et puis des services qui facilitent la vie des gens, du soutien psychologique, de l'assistance sociale, bref, de la santé au travail. D'accord. Et donc Stimulus, si je comprends bien, c'est l'une des 4 marques qui constitue maintenant Human & Work, c'est ça ? Il y en a 3 autres qui ont découlé, qui ont été créés après coup. C'est ça, donc le projet Human & Work, ça a été d'attirer dans le projet des gens passionnés par l'humain au travail, experts sur leur spécialité, leur permettre aussi dans un projet entrepreneurial de se réaliser, tout en ayant des expertises spécifiques. Donc on a aujourd'hui des activités de conseil et de formation en santé au travail, en diversité et inclusion. On intervient également en coaching et en programme de leadership auprès des managers. On intervient aussi donc, pour des programmes d'assistance aux employés dans toute l'Europe. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par programme d'assistance aux employés, justement, concrètement, quels sont un peu les types de missions C'est-à-dire que l'entreprise, pour permettre à ses salariés d'être bien dans leur peau et bien dans leur tête, va leur proposer un certain nombre de services qu'on va opérer, services donc de soutien psychologique, service d'assistance sociale, service de conseil sur les habitudes de vie. Et on va aider finalement des salariés à prendre soin de leur santé et devenir acteurs de leur vie professionnelle. D'accord, donc en fait, et c'est vous qui avez les experts dans votre structure pour accompagner les collaborateurs ? Absolument, c'est-à-dire qu'on a un cabinet de conseil finalement avec des profils assez variés.
puisqu'on a des psychologues, on a des sociologues, on a des ergonomes, on a des spécialistes soit de l'organisation du travail, soit des émotions. Voilà, donc c'est ça la caractéristique de notre groupe, c'est-à-dire d'apporter à l'entreprise un savoir-faire sur la gestion de l'humain au travail. Et c'est un choix qu'on a fait, c'est une spécialité assez rare finalement dans le conseil. Bah oui, c'est vrai, c'est un positionnement assez particulier quand on parle du conseil. Si je grossis le trait, on pense souvent à des consultants très généralistes, si je caricature, qui savent manipuler Excel, faire de l'analyse, faire des slides, des livrables. Là, on a des compétences en fait quasi médicales de tes collaborateurs. L'expertise qu'on valorise, c'est cette capacité à la fois à comprendre l'organisation, le management, la stratégie de l'entreprise, la question de sens, et puis l'impact que ça a sur l'efficacité, le bien-être, la productivité des équipes. Donc c'est cette double compétence qu'on met à l'œuvre finalement chez nos clients. Et je pense que c'est une richesse aussi pour les entreprises, d'être capable à la fois de prendre en compte les impacts de leurs décisions sur l'efficacité de leurs équipes et à contrario de travailler aussi sur la santé des équipes pour être capable d'accompagner des transformations, relever des défis de transformation ou de productivité. Voilà. Et est-ce que c'est des personnes qui ont une double casquette, c'est-à-dire est-ce qu'une même personne va à la fois faire l'étude d'impact, le cadrage, la transformation de l'organisation de l'entreprise et à la fois l'accompagnement médical ou psychologique, ou c'est deux personnes différentes généralement sur les missions? Alors, en général, on mobilise des équipes en fonction des compétences dont on a besoin. On doit être capable à la fois de comprendre les questions de stratégie d'entreprise, les questions d'organisation du travail, les questions de management, de relations entre les gens. Ça, je pense que c'est un actif et une compétence absolument indispensable. Et après, on a besoin effectivement d'avoir des gens qui savent précisément accompagner individuellement tel collaborateur, ou tel DRH, ou telle équipe. D'accord, donc c'est plutôt deux types de profils différents. Voilà, et on essaie de développer les compétences des uns et des autres. Ouais. D'accord. Très bien, et je voulais revenir sur cet conseil effectivement aussi. Qu'est-ce qui, toi, patron d'un cabinet de conseil, t'a motivé, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de prendre cette présidence-là? D'abord, il faut y être invité, il faut sentir que nos confrères ont envie qu'on y aille. Ensuite, la profession est une profession extrêmement utile, passionnante, intéressante à valoriser. Donc ça m'intéressait aussi de servir un peu le bien commun. Et le bien commun, que ce soit pour le pays, c'est aussi bien au niveau économique, social ou sociétal, une profession qui doit être rassemblée, qui doit être valorisée et qui doit être perçue comme elle est, c'est-à-dire utile au pays. C'est intéressant, c'est-à-dire que tu penses avoir démultiplié ton impact sur le pays en ayant cette casquette-là de président, en plus de ton... Enfin, ce serait très présomptueux de considérer que c'est moi. Non, mais en tout cas, on est une profession qui finalement est très mal connue. Très mal connu. Le conseil, c'est vu de la société, c'est un secteur d'activité d'abord que personne ne plaint, heureusement d'ailleurs, c'est très bien, mais en revanche qui est très mal connu. On ne sait pas ce que c'est qu'un consultant finalement. Voilà. Donc on a besoin de raconter des histoires, de raconter la réalité de ce que c'est que notre métier, de montrer aussi l'utilité de notre profession. Pour permettre à notre pays de relever les grands défis, l'attractivité aussi de notre profession pour notamment des jeunes qui réfléchissent à leur future carrière. Voilà, donc je pense que c'est un défi qui est intéressant. Voilà, le fait de créer un collectif de la profession de notre pays, je pense que c'est une mission qui est assez exaltante. Alors justement, je suis d'accord avec toi, les gens définissent très mal dans l'opinion publique le consultant, ne savent pas vraiment ce qu'il fait. Comment tu le définirais, toi, en quelques mots, quelques phrases? Le conseil, un cabinet de conseil, à quoi ça sert finalement? Ça sert d'abord à éclairer des décideurs, c'est-à-dire à décrire ici une technologie, ici une situation géopolitique, ici une situation économique ou sociale. Et c'est utile finalement à un décideur de comprendre des sujets sur lesquels il n'est pas forcément expert. Ensuite, c'est un métier qui aide aux décisions. C'est-à-dire que les décideurs d'entreprise, les patrons d'organisation, peuvent prendre des décisions éclairées par des datas ou des conseils. Et puis enfin, il y a ensuite l'accompagnement des transformations décidées par l'entreprise, où les cabinets de conseil, évidemment, ont un rôle éminent.
Et enfin, dans le cadre de ces transformations ou dans le cadre des politiques d'entreprise, eh bien, les cabinets de conseil vont pouvoir outiller l'entreprise pour être plus efficace. Donc en gros, le métier d'un cabinet de conseil, c'est finalement d'être à la fois en pointe sur les sujets qui vont impacter nos clients et à la fois être aux côtés de nos clients pour les aider à réussir leur transformation. D'accord. Oui, c'est effectivement l'accompagnement de la transformation, c'est souvent ce que j'entends et qui est une bonne manière de définir. Oui. Et c'est vrai que souvent, on a une petite musique qui est de dire les dirigeants souvent font appel à des cabinets de conseil, ils connaissent déjà leurs décisions et juste ils veulent le coup de tampon du cabinet de conseil sur la décision pour la crédibiliser en interne. Et comment tu réponds à ces clichés en fait du conseil pour démythifier un peu la chose? Chaque situation d'entreprise est différente, chaque situation de dirigeant est différente. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que les cabinets de conseil ont un impact fort sur des sujets qui impactent fortement les entreprises. Que ce soit sur les sujets liés aux technologies, je pense en ce moment à l'IA par exemple, ou depuis de nombreuses années sur la digitalisation des entreprises. Que ce soit sur les nouveaux rapports au travail, la question du sens du travail, la question de l'organisation du travail, la question de la relation entre des jeunes générations et l'entreprise. Sur des questions d'impact environnemental ou social. Sur des questions liées à la productivité des entreprises, sur des questions liées à la place des entreprises dans cette nouvelle géopolitique qu'on vit. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le cabinet de conseil, il n'est pas là uniquement pour faire tamponner des décisions par un dirigeant. Il est là pour aider les entreprises à s'adapter finalement à ces nouveaux défis. Voilà. Et c'est ça, l'utilité du conseil, c'est avoir un impact positif sur les entreprises, sur la société et sur l'économie du pays. D'accord. Et si je reviens justement au SATAC Conseil un petit peu, tu dis justement que ton rôle en tout cas est de fédérer cette organisation professionnelle. Concrètement, quelles sont les missions en fait à ton poste actuellement ? Moi, je suis d'abord l'animateur d'un collectif. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les acteurs du conseil en France se sentent chez eux, chez SATAC Conseil. Donc ma première mission, c'est de fédérer la famille et que, quelles que soient les tailles d'entreprise, quels que soient les ADN, quelles que soient les histoires, que tout le monde trouve sa place au sein de SATAC Conseil. Le deuxième mission, c'est d'animer l'équipe du conseil, l'équipe Conseil France. Et on voit bien qu'on a aussi des combats à mener pour à la fois valoriser notre profession et pas uniquement la défendre quand elle est attaquée. Donc plutôt être en valorisation positive de notre utilité. Et puis à côté de ça, évidemment, défendre quelques sujets qui nous tiennent à cœur. D'accord ? Et puis enfin, le troisième point, c'est d'être en pointe sur des sujets qui nous semblent des sujets importants, liés au progrès économique, au progrès social, parce que je crois que c'est aussi notre mission. D'accord. Et quand tu dis valoriser la profession, ça peut être effectivement dans les médias ou en dialoguant avec des politiques, avec le système public. Quels sont les autres leviers pour valoriser la profession, justement, selon toi ? On valorise la profession d'abord en montrant que nous sommes des employeurs responsables, en montrant que dans le conseil, on offre des carrières dynamiques, on offre du bon travail, de bonnes rémunérations, de bonnes évolutions de carrière. Donc nous sommes des employeurs, je pense, assez attractifs. Et je pense que c'est important de le dire. Voilà. Je pense aussi qu'on est sur des sujets qui sont très intéressants. Donc c'est intéressant pour nos propres salariés, mais intéressant aussi pour nos clients, puisqu'on est par nature très engagé sur les sujets qui vont impacter les organisations à l'avenir. Voilà. Et puis enfin, c'est un métier qui offre une grande variété de profils, variété d'entreprises, variété de situations, variété de missions. Et c'est un métier où en gros il se passe toujours des choses, on ne s'ennuie jamais et on a un sentiment d'utilité qui est assez fort. D'accord. Et en quoi en fait les entreprises de conseil ne pourraient pas faire ça elles-mêmes individuellement ? Toi tu penses qu'il y a un impact à les réunir ? Est-ce qu'elles fassent des commissions pour valoriser ensemble la profession en fait ? Oui, tout simplement parce que d'abord, quand on est ensemble, on est plus fort que quand on est tout seul. Ensuite, que le fait de construire une équipe de France du conseil, ça nous permet en équipe d'aller porter des sujets qui sont communs à nous tous. Par exemple, on prend beaucoup la parole sur la question du coût de l'emploi qualifié en France. On est très engagé sur les questions d'éducation.
On est très engagé sur toutes les questions, je dirais, de productivité du pays. D'accord ? Donc, une prise de parole individuelle d'un patron de cabinet de conseil, c'est intéressant, mais ça a beaucoup moins de poids qu'une prise de parole d'un syndicat représentatif qui représente des centaines de milliers d'emplois et des milliers de cabinets de conseil. D'accord, donc c'est de la valorisation via des sorties d'études et des prises de parole communes. Exactement, c'est-à-dire ça nous permet de faire des plaidoyers, ça nous permet d'être reçus par pas par des décideurs, par des responsables politiques, syndicaux, par des ONG. Ça nous permet également je veux dire, en tant que profession, d'avoir une utilité sur la place publique finalement. Voilà. Et à la fin de ta présidence, alors qu'est-ce que tu considérais comme une présidence réussie ? Qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli sur les prochaines années ? Je pense que c'est d'abord d'avoir fédéré toutes les familles du conseil. Il y a encore quelques familles qui ne sont pas encore chez Syntec Conseil et qui ont, à mon avis, qu'on a vocation à accueillir. Et donc, ils ont leur laissé une bonne place au sein de Syntec Conseil. Ensuite, d'avoir une profession qui est connue et reconnue. Connue, donc ça veut dire sortir des stéréotypes, des caricatures, etc., mais une profession vraiment connue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une profession utile, une profession intéressante. Et puis j'espère aussi qu'on aura marqué des points pour faire progresser le pays sur les thèmes qui nous intéressent, c'est-à-dire positionner le pays comme vraiment un pays de la connaissance, tout simplement. Là, on est une société très développée et les questions de compétences, de connaissances sont la base de notre économie. Donc, le conseil est en pointe là-dessus. Oui, tu parlais de stéréotypes. Tu penses qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes sur le conseil, justement ? Et tu en as quelques-uns en tête Les stéréotypes qu'on entend souvent, y compris de ceux qui n'ont jamais vu un consultant de leur vie, c'est l'idée que nous aurions une puissance, une influence, qu'on aurait une profession pas forcément si utile que ça, etc. Voilà, c'est évidemment faux. Mais c'est important de le dire, de le redire et de rencontrer des gens qui veulent bien nous écouter pour ça. On va en parler, notamment de l'exemple McKinsey, qui est entre autres un des exemples qui alimente un petit peu cette théorie, effectivement. Je voulais revenir avec toi aussi sur la santé économique du secteur. Oui. En fait, ce qui est dit souvent par les acteurs du conseil, de la profession, par la presse également, c'est de dire qu'il y a eu une sorte d'âge d'or, en tout cas en 2021-2022 du conseil, avec des taux de croissance forts. Et puis maintenant, une sorte de retour à la normale sur 2023 et probablement 2024. Est-ce que tu partages ce constat déjà ? D'abord, il faut rappeler que le conseil va bien, et ce depuis une bonne décennie. Ce que je dis, c'est que c'est pas uniquement la sortie du Covid qui fait que le conseil se porte bien. On a vécu 10 ans assez incroyables avec des croissances à 2 chiffres qui montraient justement bien que les cabinets de conseil ont une utilité pour leurs clients. Ensuite, sur la séquence Covid, sortie de Covid et maintenant, il y a eu une période rude pendant le Covid, une période euphorique en sortie de Covid et maintenant une période plus calme, maintenant que l'économie, je dirais, se pose. Voilà. Mais en revanche, les taux de croissance des cabinets de conseil restent très largement supérieurs à la croissance de l'économie. Donc, on est autour de 10-15%. Donc non, là, je pense qu'on est un petit peu en dessous. Là. On est un petit peu en dessous, mais en tout cas, on est... on peut toujours dire qu'on aimerait faire plus, mais je pense qu'on peut aussi constater qu'on reste des entreprises profitables, des entreprises dynamiques, et voilà, dans une conjoncture qui s'est un peu tendue depuis 1 an. Et comment tu expliques l'euphorie justement des années 2021-2022 ? Il y a eu d'abord une euphorie post-Covid, donc était liée tout simplement au fait qu'il y avait beaucoup de projets qui avaient été mis en arrêt, tout simplement, et qui ont été redynamisés après le Covid. Il y a eu ensuite, on l'a vu dans l'économie, il y avait des réserves de consommation, il y avait des réserves d'investissement, il y a eu un certain nombre de projets d'adaptation aussi qui ont été accélérés. Donc c'est vrai que 2021-2022 ont été assez dynamiques. Ouais. D'accord. Et là, en ce moment, justement, tu parlais de polycrise en ce moment, notamment la crise avec l'inflation, les impacts géopolitiques, notamment dus à la guerre en Ukraine. Comment tu lis justement ce contexte actuel ?
et quelles sont selon toi les crises justement qui sous-tendent le fait que le marché subisse une sorte de retour à la normale en 2023-2024? Alors, ce qui est d'abord assez sidérant, c'est que cette accumulation de crises depuis 3 ou 4 ans, malgré ça, on est vivant, on est en forme, on est résilient, et c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a eu une crise sanitaire mondiale, on a eu une hausse des taux incroyable, on a eu une inflation incroyable, on a eu une guerre sur notre continent, là maintenant une guerre au Moyen-Orient. C'est sidérant que l'économie française ait réussi finalement pendant cette séquence à correctement se tenir. Bien. Et ça a aussi obligé ou invité les responsables économiques, les dirigeants d'entreprise, à s'adapter sur beaucoup de sujets. Donc ça veut dire aussi qu'on a transformé des organisations, des process, des politiques, des stratégies, beaucoup de fonctionnement de l'entreprise finalement pour s'adapter à ces crises, et ça a plutôt bien marché. Et alors justement, des tendances qu'on peut citer là-dessus, j'imagine de la réindustrialisation, le fait d'avoir plus de souveraineté nationale, donc on externalise moins à des pays à bas coût, par exemple, on réinternalise la production. C'est des choses-là que vous accompagnez, que le conseil accompagne là, au quotidien en ce moment? Bien sûr, l'entreprise s'adapte. Quand externaliser toute une production en Chine devient un peu moins sécurisé, il faut imaginer d'autres modes de production. Quand un approvisionnement est questionné par un problème en mer Rouge, il faut bien trouver des solutions, et les entreprises s'adaptent. Donc ce qu'on a connu là sur les 2 dernières années a été quand même incroyable en termes de nombre de crises, de variété de crises, de gravité des crises. Et pour autant, ça continue à marcher. Et l'inflation a évidemment engendré plus de demandes d'un point de vue hausse de salaire, donc ça a été plus ou moins appliqué. Est-ce que mécaniquement derrière, les cabinets de conseil ont pu répercuter ça sur les TJM? Est-ce qu'il y a pu avoir une sorte d'inflation des TJM qui a permis aussi aux cabinets de conseil de rester à flot sur 2023-2024? Alors, il y a eu 2 séquences très clairement différentes. La sortie du Covid a été une période assez euphorique à tout point de vue en termes de croissance. Et on s'est retrouvé avec, certains avaient appelé ça la grande démission, mais un peu de tension sur les recrutements, sur les salaires, sur les prix. Donc je pense qu'on était tous dans une séquence comme celle-là. Depuis, on est revenu à la normale, c'est-à-dire avec des croissances qui sont un peu plus faibles, moins de problèmes sur le recrutement et moins de tension sur les salaires. Donc on est revenu à une situation plus sereine pour tout le monde. On va en parler justement de cet attrait des jeunes diplômés pour le secteur, de cette guerre des talents. Tu disais tout à l'heure que le marché du conseil avait doublé sur les 10 dernières années. Je sais que ton prédécesseur, Mathieu de Courtecuisse, disait ça va doubler aussi sur les 10 prochaines. Est-ce que tu es optimiste à ce point? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le métier du conseil se positionne sur les sujets qui vont transformer le monde dans les 10 ans qui viennent. L'intelligence artificielle, les questions environnementales, les questions de transformation sociale, les questions de cohésion d'un pays ou d'un collectif, les questions de productivité. Donc, le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est que les cabinets de conseil sont positionnés sur les sujets qui vont impacter les entreprises. Donc, effectivement, on a toutes les raisons d'être optimiste. Alors, je ne sais pas si on va doubler dans les 10 ans qui viennent, mais en tout cas, je pense qu'on est armé, on est organisé, on est positionné pour capter ce potentiel de croissance. Oui, et quand tu parles effectivement des différents leviers, c'est-à-dire l'IA, très bien, effectivement, je pense que tout le monde le comprend, même le développement durable. Tu parlais aussi du coup des progrès sociaux, accompagner le progrès social, accompagner la cohésion. Tu as des exemples là-dessus, ou justement d'enjeux en ce moment où tu sens qu'il y a un besoin d'accompagnement sur ces sujets? Bien sûr, parce que les entreprises, très vite, quand elles ont des grands défis à relever, se posent la question avec qui je fais ça? Et avec qui je fais ça, c'est avec leurs équipes. Et donc, leurs équipes, il faut s'en occuper, il faut avoir des politiques qui soient exemplaires, qui soient efficaces. Donc, elles ont besoin, effectivement, de mettre en place des choses, des politiques RH dans l'entreprise. Et justement, sur les politiques, principaux enjeux sociaux, principaux enjeux RH que tu vois en ce moment, tu dirais quoi si tu devais en citer 2 ou 3? Il y a un premier point, c'est tout ce qui touche la compétence. Donc la compétence, c'est aussi bien du recrutement
pour aller chercher les talents que le développement de ces compétences, notamment la formation. Il y a un sujet très important sur l'intergénérationnel. Aujourd'hui, on se retrouve dans les entreprises avec des carrières qui vont durer plus longtemps, avec des seniors qui vont donc travailler plus longtemps dans l'entreprise. Et la question qui est posée aujourd'hui aux dirigeants, c'est comment on fait travailler ensemble, dans la même entreprise, des jeunes de 23 ans qui démarrent et des gens de 62, 63 ou 64 ans. Donc il faut inventer des nouveaux rôles, des nouvelles organisations, un nouveau corps social finalement, pour faciliter l'intergénérationnel et changer la façon dont on intègre et la façon dont on accompagne aussi les fins de carrière. D'accord, donc formation, compétences, intergénérationnelles, c'est... Absolument. Et puis après, il y a d'autres sujets. La question de l'inclusion. D'accord. Longtemps, ça a été le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, pour permettre aux femmes d'avoir des carrières au moins aussi dynamiques et aussi rémunératrices que les hommes. Mais on a aussi d'autres questions. On a la question du territoire. On est quand même un pays dans lequel certains territoires restent défavorisés pour l'accès au travail, l'accès aux compétences, l'accès aux carrières. On a également la question, la question de l'inclusion aussi. On a parlé quelques semaines de la question de l'immigration, par exemple. Bon, c'est les entreprises françaises qui travaillent sur l'intégration justement de ces nouveaux citoyens français qui arrivent sur le territoire. Donc, il faut aussi qu'on s'en occupe. D'accord. Oui, tu as des entreprises demandeuses, des organisations publiques demandeuses d'accompagnement là-dessus, sur ces sujets-là. C'est un principe de réalité. Principe de réalité. Si on veut... on a une démographie qui se traduit par un plafonnement, finalement, des travailleurs, du nombre de travailleurs. On a un chômage qui baisse, qui n'a jamais été aussi bas depuis très longtemps et qui va continuer à baisser. Donc il faut bien que l'entreprise soit une entreprise inclusive et permette à chacun de travailler, de s'épanouir et de construire des carrières dynamiques. Très bien. Je voulais revenir sur le secteur public, le conseil au secteur public. On sait que ça a quelque peu défrayé la chronique, donc on a notamment entendu parler de McKinsey, donc ça un petit peu parlé en amont. Il y a une question assez brûlante en France en ce moment parce qu'il y a une proposition de loi qui avait été faite d'abord par le Sénat, puis qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale. Et tu es en relation du coup avec les députés et les rapporteurs de cette loi-là, de ce projet-là. Qu'est-ce que... En fait, pour les gens qui ne comprennent pas cette proposition de loi, est-ce que tu peux décrire le but de cette proposition-là ? Bien sûr. Les quelques amendements principaux éventuellement, et puis dire voilà ce que toi comment tu cherches à enrichir la discussion justement avec les députés. Alors, cette conversation avec les députés, elle est liée à une polémique qui a démarré au printemps 2022, pendant l'élection présidentielle, où dans le débat politicien, finalement, il y a eu un soupçon de collusion entre McKinsey, le vilain consultant, et les équipes de Emmanuel Macron. Bon, c'est ça le point de départ de cette polémique. Bon, je vais pas revenir sur cette polémique, mais en tout cas, le point de départ, c'est ça. Derrière, il y a une commission d'enquête du Sénat. Il y a eu ensuite beaucoup de discussions sur les consultants par-ci, les consultants par-là, etc. Bref. Le soupçon qui était présenté, c'est l'influence des cabinets de conseil sur la définition des politiques publiques. Bien. Donc, les cabinets de conseil participent, évidemment, aux côtés des administrations et des décideurs publics, aux transformations du pays, mais dans des règles qui sont connues, mais qui n'ont rien d'occulte. Voilà. Donc, bref. La commission d'enquête et l'ensemble de ces travaux parlementaires ont abouti à une proposition de loi. Alors je vais être très clair, en tant que profession du conseil, notre position initiale, c'est-à-dire que le pays n'a pas besoin d'une loi spécifique sur le conseil. On peut très bien, avec des décrets, avec des politiques publiques, permettre aux acheteurs publics d'acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, dans des conditions qu'ils veulent. Et les cabinets de conseil s'adaptent à ce que leurs clients expriment. Donc il n'y a pas besoin forcément d'une loi, mais bon, c'est comme ça. Donc le projet de loi a été donc présenté au Sénat. Il a été ensuite discuté en commission à l'Assemblée. On a été auditionné en tant que Syntec Conseil pour présenter finalement la profession du conseil, présenter aux députés qu'est-ce que c'est qu'un cabinet de conseil, à quoi on sert, comment on travaille, et puis ensuite regarder finalement les impacts de cette loi. Alors cette loi, qu'est-ce qu'elle dit ?
elle aide le pays en fixant des règles permettant à l'État de définir ce qu'il veut acheter au niveau conseil, de choisir donc les cabinets de conseil qu'il désire en fixant des règles de pratique finalement et d'achat de conseil. Jusque-là, tout va bien. Mais en revanche, il y a des sujets sur lesquels on est très vigilant et qui vont moins bien pour le coup. Il y a des sujets liés à des contraintes qu'on imposerait aux consultants, qui n'ont aucun sens, qui se rapprochent des contraintes qu'on impose à un lobbyiste ou à un élu politique ou à un haut fonctionnaire. Donc, ça n'a évidemment aucun rapport. Il y a ensuite une tentation de certains députés de créer une usine à gaz qui rendrait impossible pour les acheteurs publics ou difficile pour les acheteurs publics et cabinets de conseil leur pratique quotidienne. Notamment, il y a des sujets liés au secret des affaires, il y a des sujets liés à la gestion des conflits d'intérêts, par exemple, qui demanderaient à des consultants de faire des déclarations sur leur vie personnelle, etc., qui sont inacceptables. Bref, il y a un certain nombre de points qu'on a rappelés et qui nous semblent importants pour éviter que cette loi soit dangereuse, soit inapplicable. D'accord. Et sur le secret d'affaires, c'est quoi le point on veut rappeler d'abord que le secret des affaires est un droit constitutionnel et que quand un cabinet de conseil intervient pour un client, il le fait aussi selon des règles de confidentialité. Et la transparence sur les dépenses de l'État ne peut pas se faire au prix d'une diffusion publique de données confidentielles, voilà, donc, notamment de data collectées auprès de tiers, par exemple. D'accord ? Donc il y a des règles déontologiques qui sont appliquées dans le conseil depuis toujours et qui sont absolument indispensables en termes d'éthique, en termes de protection des datas, etc. Voilà. Oui, parce que dans le fond, on a l'impression que cette loi, le mobile de cette loi-là, c'est finalement de dire... il faut réinternaliser en fait les compétences, c'est-à-dire on dépense trop ou l'État français dépense trop pour des cabinets de conseil, réinternalisons, faisons ça nous-mêmes et on fera des économies. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Il faut savoir que l'État français dépense 200 millions d'euros en conseil. C'est très très faible. C'est beaucoup plus faible, 4 fois plus faible que ce que l'Allemagne dépense ou ce que l'Angleterre dépense. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est bien pour le pays de ne dépenser que 200 millions d'euros en conseil, vu tous les défis qu'on a à relever? Moi j'ai ma petite idée, mais je ne suis pas responsable politique. Le soupçon qu'il y a aujourd'hui à cet égard, c'est que cet argent serait trop mal dépensé finalement ou mal utilisé. Moi je crois surtout, et la Cour des comptes l'a rappelé, que l'État a aujourd'hui à sa disposition tous les moyens pour bien définir ce qu'il veut acheter, comment il veut l'acheter, et tous les moyens pour contrôler les missions qu'on a réalisées. D'accord ? Et d'ailleurs, il a suffi de la circulaire Castex il y a quelques mois pour faire baisser de 30% le volume d'achat de conseil par l'État. Il a fallu ensuite quelques directives bien écrites pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté sur les raisons pour lesquelles une administration avait recours à telle mission et les critères de succès de telle ou telle mission. Donc, nous, on n'est pas là pour faire le travail de l'État à sa place. L'État décide. Nous, on est là pour éclairer et accompagner les transformations de l'État. D'accord, donc c'est très cadré dans les raisons de l'appel à un service de conseil. Et après, dans le contrôle de ce qui est livré, enfin du livrable final du cabinet de conseil, l'État a les outils pour ça actuellement? En tout cas, si l'État n'a pas les outils, c'est à lui d'inventer les outils pour contrôler ce qu'il achète. C'est pas à nous, en tout cas, d'avoir une position là-dessus. Et ce n'est pas correct que ce soit nous, consultants, qui soyons... entre guillemets contrôlés par voilà, enfin c'est à l'État de s'organiser pour bien acheter du conseil, c'est pas à nous de subir les contraintes de ça. D'accord. Mais j'ai l'impression que ça se dirige en tout cas en ce moment vers les consultants qui font une sorte d'attestation attestant qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Oui. Et puis mais ça, on verra ça aux déontologues. Ça c'est plutôt assez simple comme procédure. Oui, ça nous va à peu près. Voilà, ça nous va à peu près. Après, c'est quand même une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire qu'un consultant qui intervient sur un projet auprès d'une administration, ça l'oblige quand même à faire une déclaration. Bon, c'est pas...
c'est pas agréable, voilà. Oui. Bon. Mais bon, s'il n'y a que ça comme contrainte, on gérera. Ok, et c'est intéressant de revenir aussi pour les auditeurs sur quelques contributions concrètes des cabinets de conseil pour l'administration publique, notamment l'État. Je sais que vous avez fait un événement il y a peu de temps pour récompenser des cabinets de conseil qui avaient eu des contributions importantes chez des clients. Il y avait des administrations publiques. Est-ce que tu aurais justement un ou deux exemples de réussite du conseil récente et d'apports concrets de ces structures à l'État, aux administrations publiques? Ouais. Bien sûr. L'événement auquel tu fais référence, c'est ce qu'on appelle le Grand Prix Syntec Conseil. C'est un événement annuel qui a lieu donc au fin novembre, dans lequel on valorise, au terme d'une compétition entre différents projets, le couple consultant-client qui a mené un projet particulièrement exemplaire. Voilà. Et c'est intéressant dans cette année un peu législative, enfin en tout cas où les parlementaires s'intéressent à notre profession, que 3 projets publics aient été sélectionnés par le jury et des projets qui témoignent véritablement de l'impact des cabinets de conseil sur justement l'efficacité de l'État. Il y a eu un projet par exemple qui a été valorisé de mise en relation entre les citoyens que nous sommes et le ministère de la Justice. Bon, c'est un projet qui a été mené sur 2 ou 3 ans et qui a permis, je pense, d'améliorer l'expérience proposée aux citoyens et le délai surtout pour que certaines plaintes ou certaines procédures soient instruites. Ce que j'ai compris, c'est un sujet de digitalisation des documents juridiques qui permet d'accélérer les procédures. C'est ça Exactement, mais ça veut dire aussi bien décrire des procédures, accompagner le client dans sa spécification finalement du projet et puis mobiliser des compétences extrêmement variées pour mener à bien un projet aussi ambitieux. Et du coup, pourquoi avoir besoin de cabinet de conseil là-dessus? C'est l'État n'a pas forcément les compétences pour cadrer tout seul ce projet-là, ou même pour mener cette digitalisation, ils n'ont pas les profils techniques pour le faire. Qui a les compétences? Enfin, on peut toujours dire qu'on peut toujours tout internaliser, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est très très compliqué d'être bon partout. Le métier du ministère de la Justice, c'est de faire la justice. C'est pas forcément de faire de la transformation digitale. Que ce soit sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, que ce soit sur les spécifications, que ce soit sur la stratégie. Enfin, il y a quand même beaucoup de questions sur lesquelles nos clients, à certains moments, ont besoin de nous. D'accord. Et il y a une autre petite musique aussi qu'on entend dans le secteur. Certains disent, notamment dans les administrations publiques, les TJM sont très élevés côté des cabinets de conseil, donc ça effectivement en découle une inflation des dépenses de l'État. Et puis d'autre côté, des cabinets de conseil qui disent finalement non, généralement le secteur public c'est un des secteurs qui est le moins rentable pour nous, okay. Et généralement on fait plutôt des efforts sur les TJM et sur les prix qu'on pratique. Qui a raison finalement Pourquoi est-ce que les cabinets de conseil sont heureux de travailler avec l'État et l'administration? Parce que ça permet d'offrir à nos collaborateurs des missions intéressantes, avec souvent un sens assez riche. Ça nous permet ensuite de travailler sur des missions qui sont différentes de ce qu'on fait dans le secteur public. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est pas une grosse activité pour le secteur, c'est 7% du chiffre d'affaires du conseil. C'est pas non plus les missions les plus rentables, parce qu'effectivement, les prix unitaires sont plus bas sur les marchés publics que sur le marché privé. D'accord ? Mais par contre, je crois que ça participe d'une attractivité aussi du métier. Et j'entends aussi, pour discuter avec pas mal de structures de conseil de 100, 200, 300 collaborateurs, souvent ces structures sont frustrées de ne pas pouvoir servir l'État parce que les centrales d'achat de l'État dialoguent très souvent plutôt avec un nombre très concentré d'acteurs qui sont des gros acteurs, type Capgemini, Accenture, etc. Et donc si un petit cabinet veut pouvoir offrir ses services, en fait il doit passer en sous-traitant d'un gros. Et donc ils n'ont aucun contrôle sur la mission, le cadrage de la mission, pas de contrôle sur le TJM et les prix qu'ils pratiquent. Donc en fait on a l'impression qu'il y a une perte de potentiel, ou en tout cas une perte de collaboration possible entre des petits acteurs et l'État. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? J'en pense que plus l'État mettra en place des contraintes sur les cabinets, moins il aura accès aux compétences de ces cabinets. Voilà.
Donc c'est ce qu'on a aussi mis en avant dans la discussion sur les lois. Aujourd'hui, 90% des acteurs du conseil sont des entreprises de moins de 9 salariés. Si les députés mettent sur notre profession des contraintes excessives en termes de déclaration sur les conflits d'intérêts, en termes de contrôle sur les livrables, en termes etc., ça va devenir une usine à gaz qui va rendre impossible la pratique du conseil pour des petits cabinets, qui va limiter le nombre de cabinets disponibles pour le choix de l'État. Je pense que l'État va s'appauvrir en termes d'expertise. Voilà. Et il y a beaucoup de cabinets, y compris de petite taille, qui développent des expertises de très haut niveau qui intéresseraient vraiment l'État. Et si les députés ne sont pas vigilants, eh bien, ces cabinets iront voir ailleurs. Parce que la crainte souvent des services publics, c'est de dire des cabinets de 10, 50, 100 personnes, en fait, ils n'ont pas forcément la profondeur en termes d'expertise, ils n'ont pas assez de consultants experts, donc ils vont potentiellement avoir du mal à délivrer la mission qu'on leur donne. Bah, c'est faux. C'est faux parce que quand vous avez des cabinets qui développent des expertises de très haut niveau, y compris s'ils ne sont pas très nombreux. Donc la question, c'est quelle est la politique de l'État vis-à-vis des PME ? Oui. Si l'État veut se concentrer uniquement sur des gros marchés avec de gros acteurs, bah, qu'il le fasse. Mais en tout cas, il va se priver d'un potentiel vivier de talents et d'experts remarquables et sur lesquels les structures petites et moyennes ont leur mot à dire. Voilà. Accessoirement, c'est très incohérent de la part du législateur de complexifier les règles pour les cabinets de conseil tout en exprimant le souhait de développer les PME dans notre pays et de permettre à des PME de devenir des ETI, etc., qui est le langage qu'on entend beaucoup de la part de la fonction des pouvoirs publics. D'accord, bah merci d'être revenu sur ce point d'actualité. Je voulais rebondir sur un autre sujet, le projet de scission d'EY. Alors, je prends EY, mais ça peut être appliqué à n'importe quel Big Four ou grosse structure d'audit conseil. Quelle est ta position, toi ? On a des gens qui disent en fait, il faut rendre indépendante ces deux métiers-là, faire une structure d'audit d'un côté, de conseil de l'autre. D'autres qui disent que ça se complète très bien et il y a des bénéfices à avoir les deux au sein d'une même structure. Toi, tu es plutôt pour ou contre ces projets de scission d'activité audit-conseil ? Alors, déjà, en tant que président de la profession, je me garderais bien d'émettre un point de vue sur la politique d'un de mes membres. Voilà. EY fait partie de Syntec Conseil et je dirais que c'est aux associés d'EY de décider ce qu'ils veulent faire. En tant que moi, c'est pas mon rôle que de commenter cela. Après, les affaires de rapprochement, de scission entre l'audit et le conseil sont aussi vieux que la profession. Ça fait finalement de nombreuses décennies qu'on a un mouvement de balancier. Ici, on veut plutôt rapprocher. Ici, on veut créer plutôt des séparations. Parfois, le législateur même y a mis son grain de sel. Donc voilà, je pense que c'est à eux de décider. Moi, j'ai pas de point de vue sur la question. C'est vrai que le conseil aujourd'hui est assez dynamique au niveau potentiel de croissance. Et forcément, ça questionne un certain nombre de groupes, puisque parce que pour capter ce potentiel de croissance, quelle est la meilleure organisation ? J'en sais rien. Okay. Oui, parce que pour expliquer aux auditeurs, a priori, notamment en France, la réglementation impose de ne pas pouvoir à la fois mener une mission d'audit, d'expertise comptable, d'attestation des comptes de l'entreprise et une mission de conseil dans cette même entreprise. Exactement. Et donc, effectivement, ça peut frustrer les acteurs du conseil qui disent on a des rentabilités fortes et un potentiel fort dans les activités de conseil. On est freiné par les missions d'audit qui nous empêchent de prospecter. Exactement. Exactement. Donc, c'est à la fois pas nouveau comme problème. Donc les Big Four et leurs confrères ont régulièrement eu ces questions, mais c'est à eux de le traiter. Très bien. Je voulais revenir sur l'IA maintenant. On entend parler partout, notamment avec ChatGPT depuis 18 mois. Est-ce que toi, chez Human at Work notamment, ça a chamboulé ta manière de recruter et ta manière de délivrer des missions ? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Donc, on est aujourd'hui des utilisateurs pionniers, mais surtout, on est en train de découvrir ces technologies. Évidemment, on est conscient des futurs impacts positifs
comme éventuellement des points d'interrogation qu'on peut avoir. On est conscient que ça va probablement bouleverser notre pratique dans les années qui viennent, mais en revanche, ce serait faux de dire que ça c'est déjà le cas. Voilà. Donc on est aujourd'hui curieux, intéressé, mais pour l'instant, ça n'a pas bouleversé nos pratiques. D'accord. Donc, tu n'as pas l'impression de rechercher des profils différents par rapport à précédemment? Par exemple, j'ai interrogé un certain nombre d'acteurs qui disent le constant va être augmenté, c'est-à-dire il va moins faire de travail d'analyse chiffré, moins faire de travaux de synthèse, moins de CR. C'est tout à fait vrai. Prémâché. Du coup, on va attendre plus de créativité, on va l'attendre plus sur la créativité, sur la prise de décision qu'une machine ne peut moins faire. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un shift sur les profils recherchés? Ce qu'on peut imaginer, c'est que tout ce qui touche à la collecte des données et l'analyse des données sera probablement différent, puisqu'on va avoir des technologies qui vont permettre de faire ce travail, là où aujourd'hui ce sont des personnes qui font ce travail. Mais ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même de la rédaction, il faudra quand même poser des idées, il faudra quand même accompagner des transformations, il faudra quand même rencontrer des gens. Voilà. Donc il y aura une évolution probablement sur tout ce qui touche l'accès, la valorisation des données, sans doute. C'est sans doute un lieu de productivité aussi. Mais par contre, ça nous invitera aussi à faire évoluer là où nos consultants sont utiles. D'accord. Et en termes de mission, est-ce que tu commences à avoir des missions justement d'accompagnement des fonctions RH, puisque c'est les principales fonctions que tu accompagnes via Human & Work? Est-ce que tu as l'impression d'avoir des attentes de tes clients sur de l'IA, c'est-à-dire des clients qui, par exemple, s'équipent de logiciels d'IA pour recruter, qui ont besoin de vous pour les accompagner là-dessus, ou d'autres cas d'usage? Non, aujourd'hui, les DRH on regarde l'IA comme une technologie qui va se développer dans l'entreprise, mais pour l'instant, c'est pas encore leur agenda. D'accord. On est plutôt sur l'IA fait travailler beaucoup de cabinets de conseil. On est plutôt sur des sujets de tech. On est plutôt sur des sujets de réflexion sur des futurs business models liés à l'IA. Donc c'est très significatif, c'est dynamique, mais on n'est pas encore sur les impacts RH de ces technologies. D'accord. Et pour rester sur le RH, je voulais revenir sur la guerre des talents. On sait tout à l'heure qu'on allait revenir dessus. On a quand même eu, sur les dernières années, une concurrence forte des entreprises de la tech, notamment, alors que ce soit les grosses entreprises type Amazon, Google, Microsoft, dans une moindre mesure, mais qui peuvent énormément attirer les talents. Et des startups aussi de la tech, ou des scale-up qui attirent énormément, je pense à du Canto, etc. Et on a eu l'impression quand même que pendant une certaine période, le monde du conseil en a pâti. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas, que les jeunes diplômés s'orientent plutôt vers cette tendance-là d'aller dans des entreprises de la tech plutôt que d'aller dans le conseil? Alors, il y a deux types de sujets. D'abord, on parle toujours des jeunes diplômés. Donc on parle quand même d'une population qui n'est pas très nombreuse. Après, on fera qu'on parle un peu d'une population un peu plus large. Mais en tout cas, si on s'adresse aux jeunes diplômés, pendant très longtemps, les jeunes diplômés talentueux, énergiques, ambitieux, avaient le choix finalement entre deux grands types de carrières, les grands groupes ou le conseil. Et puis pendant 10 ans, on a eu à l'arrivée des startups, on avait l'idée qu'on était un peu ringard, qu'on était peut-être, on devait questionner notre attractivité. Là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le conseil a fait sa mue. Le conseil propose des métiers de qualité, des carrières dynamiques, plutôt bien payées. On a un métier assez attractif. En tout cas plus que les grands groupes aujourd'hui. En tout cas, quand les études qu'on réalise auprès des jeunes diplômés, on reste quand même la profession la plus attractive pour les jeunes diplômés. Et les chiffres de recrutement de jeunes diplômés dans le conseil continuent à être très positifs. D'accord ? Donc ça veut dire quand même que le fait qu'on ait été en compétition avec notamment des boîtes de tech ces derniers temps, nous a aussi montré d'abord que dans le conseil, il n'y avait pas que la tech. Ensuite, que, y compris dans la tech, y compris au niveau du conseil orienté sur la tech, on avait une offre employeur qui était quand même de très bonne qualité.
Est-ce que cette concurrence récente avec les entreprises de la tech, notamment les startups scale-up, a induit des modifications dans votre politique d'accompagnement des talents, de recrutement? Est-ce que vous avez changé vos méthodes ou l'image du conseil? Je pense en tout cas qu'on a adapté le travail. On a adapté aussi l'organisation du travail. On a adapté. Voilà. Donc longtemps, le conseil était réputé comme des organisations qui ont travaillé énormément en dehors des heures de travail, que c'était extrêmement exigeant en termes de parentalité, etc. Et on est une entreprise, un secteur d'activité qui est exemplaire dans le fait de proposer des carrières dynamiques, bien payées, des métiers intéressants, un développement de compétences important, un compagnonnage pour l'intégration des jeunes. Et puis également, on a essayé d'être en pointe sur des avantages sociaux, sur l'égalité femmes-hommes, sur la capacité à intégrer aussi des enjeux d'équilibre vie pro, vie perso, pour permettre d'avoir des carrières longues dans le conseil. Voilà, donc je pense que ça nous a invités à organiser également le télétravail, dans des conditions qui, je crois, sont reconnues comme intéressantes. Voilà, donc j'ai l'impression que cette concurrence qu'on connaît nous a aussi stimulés pour questionner la façon dont on travaille. Très bien. C'est vrai que dans le conseil, on observe souvent un départ plutôt après avoir atteint le grade de manager, c'est-à-dire je fais mes armes dans le conseil, c'est une sorte de tremplin pour ensuite aller dans des grands groupes, à des postes très stratégiques, on voit souvent ça. Et dernièrement, j'ai beaucoup de partenaires de cabinets de conseil qui me disaient ce qui les inquiétait, c'est qu'ils observaient des taux de départ plus élevés dans les jeunes personnes, c'est-à-dire une personne jeune diplômée, elle commence sa carrière dans le conseil et en fait elle reste plus 4-5 ans. Elle reste 1, 2 ans, 2 ans et demi maximum et s'en va. Ils étaient très préoccupés par ça. Est-ce que tu partages ce constat? Et comment, selon toi, si tu le partages, on peut résoudre ça, en fait? Alors, je pense qu'il y a un rapport au travail qui a évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une société un peu de zapping. Et beaucoup de jeunes, notamment, ont un rapport un peu transactionnel avec leur employeur. Bon. Donc, de fait, ils peuvent zapper un petit peu plus, ils peuvent prendre ce qu'il y a à apprendre pendant quelques mois et puis se dire qu'en changeant, voilà, ils iront apprendre autre chose. Il y a aussi une notion qui est un peu... Enfin, je sais pas, je ne veux pas faire le ringard avec la jeune génération, mais c'est vrai que les attentes, la loyauté, entre guillemets, vis-à-vis de l'entreprise est beaucoup plus light qu'elle l'a été à une époque. Donc, je pense que tous les candidats, tous les jeunes, tous les salariés ont aussi des attentes qui sont peut-être plus raisonnables, mais aussi un engagement qui est plus mesuré. Et ça, tu penses que les entreprises peuvent y remédier, c'est-à-dire changer un peu cet état d'esprit-là, en arrivant à recréer une culture d'entreprise dans les cabinets de conseil? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un consultant reste dans un cabinet de conseil? Il y a d'abord la question du sens au travail. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Enfin, est-ce que les missions qu'il réalise sont utiles? Et est-ce que lui, dans le cabinet, se sent utile? Et je pense que la question du sens, c'est la question absolument essentielle. Le deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est la question de la qualité du travail, des conditions de travail. Et je pense que c'est important, et tous les cabinets de conseil travaillent là-dessus aussi, que la pratique soit une pratique qui permette de durer dans de bonnes conditions en termes d'efficacité, de compétences, de santé mentale, d'équilibre vie pro, vie perso, de construire des vies professionnelles et personnelles qui soient sympas. Voilà, donc c'est à nous aussi de travailler pour continuer à améliorer l'expérience de nos salariés dans nos cabinets. Et justement là-dessus, c'est vrai que c'est difficile pour un cabinet de conseil de le faire, d'autant plus difficile qu'une autre entreprise dans notre secteur, parce que souvent les consultants sont en mission chez leurs clients ou en télétravail, et donc on a moins cet aspect d'équipe où on est en présentiel, on travaille tous ensemble, les uns avec les autres dans un lieu commun. Comment est-ce que vous arrivez, notamment chez Human & Work, à créer un petit peu ce sentiment de cohésion d'équipe? Bon, on a créé chez Human & Work des équipes conseil. C'est une équipe conseil, c'est
entre une dizaine de consultants de différents grades qui interviennent ensemble sur un secteur d'activité ou sur une typologie de client. Donc le cœur du réacteur chez nous, c'est l'équipe. Et c'est là que ça se passe, c'est là qu'on accueille les jeunes, c'est là que se fait la gestion de projet, c'est là que se réalisent les missions finalement. Et donc ça crée entre cette douzaine de consultants finalement une cohésion, une unité de famille. De famille, exactement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi d'organiser notre cabinet avec donc des équipes très autonomes qui ont en charge finalement l'expérience qu'ils proposent à la fois aux consultants et à leurs clients. Et ces équipes-là ont vocation à rester longtemps les mêmes, ou est-ce que se remodèlent au fil du temps? Parce que pour créer cette culture, justement, il faut effectivement qu'il y ait cette équipe pendant une certaine période de temps assez longue. Ouais. Alors, le principe, c'est qu'elle reste assez longtemps ensemble, et puis de temps en temps, quand un consultant a envie de prendre une voie un peu différente ou un grade un peu différent et qu'il n'a pas dans l'équipe l'occasion de prendre tel ou tel projet ou tel secteur d'activité, on peut organiser des mobilités vers une autre équipe. Et du coup, si je suis sur une équipe donnée, je vais forcément accompagner mes clients et réaliser mes missions avec des personnes de mon équipe? Pas forcément, mais essentiellement oui. D'accord. Essentiellement oui, et puis de temps en temps, parce qu'il y a besoin de telles compétences, on va aller chercher ici un expert, ici une personne qui est plus disponible. Très bien. Je voulais revenir avec toi aussi sur la tendance du freelancing. Oui. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de plateformes, Bluebird, Malt qui a sorti son offre, Malt Strategy, freelance.com, tous ces acteurs nous disent que le volume d'affaires devient de plus en plus important, notamment dans la branche conseil. Est-ce que tu penses, toi, que la vocation du secteur du conseil, finalement, c'est de plus en plus avoir recours à du freelance Ou est-ce que tu crois que dans 10 ans, le cabinet de conseil sera toujours ce qu'il est avec 10% de freelance qui sont staffés sur les missions? Alors, qu'est-ce que c'est le freelancing? C'est la première création d'emploi depuis 10 ans. L'essentiel de la création d'emploi depuis 10 ans, c'est du freelancing. Donc d'abord, c'est une réalité. Ensuite, donc c'est une réalité de statut. C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs qui peuvent être salariés, d'autres qui peuvent être en freelance. Alors, ce à quoi je ne crois pas, c'est l'idée qu'une somme d'individus indépendants, freelance, puisse concurrencer l'organisation des cabinets de conseil. Pourquoi? Parce que ce que l'organisation freelance n'a pas, c'est cette capacité d'engagement vis-à-vis des clients. Ce qu'elle n'a pas, c'est cette capacité de développement des compétences et d'intégration, notamment des jeunes consultants. Ce qu'elle n'a pas, c'est cette capacité, ou en tout cas plus difficilement, c'est cette capacité de compagnonnage, cette capacité à embarquer finalement un collectif dans un engagement auprès d'un client. Ils savent staffer, ils savent trouver des compétences, mais ce qu'achète un client, c'est pas que ça. C'est pas que des compétences, c'est pas qu'une somme d'individus. Voilà. Donc ça peut compléter, et notamment pour des anciens salariés de cabinet de conseil qui ont fait un choix de vie en freelance, c'est assez facile de collaborer sur des missions de conseil. Aujourd'hui, c'est entre 10 et 15% de certaines missions de conseil. Je n'imagine pas que cela augmente beaucoup. D'accord. Quand tu dis justement qu'il y a une somme d'individus, de compétences, ne peut pas créer le même engagement auprès du client. Qu'est-ce que tu entends par engagement là-dessus? C'est-à-dire que quand un client nous passe une commande, il y a quand même un engagement très fort du cabinet pour à la fois comprendre sa demande, mobiliser des moyens et puis obtenir des résultats. Bon. Donc et la marque de conseil qui fait cette mission, elle porte un engagement fort vis-à-vis de son client. Voilà. Et c'est pas uniquement la mise à disposition de ressources. C'est évidemment de la méthodologie, c'est de la compétence, c'est des livrables, c'est éventuellement quelques résultats objectifs voilà. Donc l'engagement d'un cabinet de conseil est beaucoup plus fort que la mise à disposition de personnel. On n'est pas un cabinet de conseil, c'est pas une société d'intérim, c'est pas une plateforme d'indépendants. Je comprends. Il y a le sujet de la marque et c'est la marque qui s'engage versus un conglomérat ou alors une accumulation de freelance où la restabilité serait beaucoup plus diluée
et on n'aurait pas une seule entité qui prend la responsabilité de dire au client oui, je délivre ta mission. C'est ça le... Oui, mais c'est pas uniquement du marketing. C'est que derrière l'engagement d'une marque, il y a aussi tout un process. Il y a aussi des moyens importants qui sont faits pour développer de la compétence, pour que tous nos consultants connaissent nos méthodologies, puissent intervenir sur tel ou tel type de mission. Ce travail-là, il a un coût. Et ce coût, il a une valeur pour nos clients. Oui, mais une personne en freelance, par exemple, pourrait dire « Moi, je sens que j'arrive à monter en compétence fortement via mon statut de freelance, en travaillant avec des cabinets de conseil. » Oui, mais non. Toi, tu penses que c'est-à-dire que c'est-à-dire que le principe du freelance, c'est quoi? C'est que il a été formé quelque part, il valorise pour la suite ce qu'il a appris avant. Mais on est dans un métier où le développement de la compétence, c'est tous les jours. Les sujets sont tellement nouveaux. Tous les jours, on est toujours des entreprises très apprenantes. Donc, le collectif d'un cabinet de conseil, c'est ça. C'est développer de la compétence de nos collaborateurs pour être toujours à la pointe des sujets qui intéresseront nos clients demain. D'accord. Donc, ce que tu dis, oui, c'est qu'un freelance, finalement, progresserait moins vite et aurait moins cet esprit d'équipe et du coup moins de connaissances accumulées s'il est en freelance versus être dans un cabinet de conseil. En tout cas, ce que je dis, c'est qu'on peut très bien. Le marché du freelancing, il existe. Il vient compléter la mise à disposition de ressources intellectuelles chez nos clients. Il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, ta question, c'est est-ce que ça vient concurrencer le cabinet de conseil? Honnêtement, non. Voilà. Honnêtement, non, c'est complémentaire. D'accord, on ne pourrait pas imaginer un cabinet de conseil avec une couche de fonctions support, de partenaires ou commerciaux qui vendent l'émission, et derrière des équipes qui sont complètement en freelance, des équipes de consultants complètement en freelance. En théorie, on peut toujours imaginer, il y a pas de... Bien sûr. Mais il y a quelques années, beaucoup de gens prédisaient ça. Parce que ce serait assez simple à faire, en théorie. C'est pas arrivé. Mais dans la pratique, oui. C'est pas arrivé. Donc la mise à disposition de ressources, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la mobilisation de freelance pour créer des cabinets de conseil structurés, pour l'instant, c'est assez théorique. Oui, donc on est autour de 10-15% de recours. Tu ne penses pas qu'on arrivera à du 50% dans les 5 prochaines années? Alors, si on regarde aux États-Unis, c'est beaucoup plus fort qu'ici, par exemple. D'accord? Mais voilà. Parce que le freelancing s'est beaucoup plus développé qu'en Europe. Voilà. Peut-être que l'avenir me donnera tort et que des cabinets 100% freelance prendront des parts de marché. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on observe. C'est dans le conseil aux États-Unis que cette tendance est plus prégnante, c'est ça? Oui, parce qu'aux États-Unis, on est sur un marché où il n'y a absolument aucun chômage, on est sur un marché sur lequel il y a une confiance des acteurs en général dans leur vie professionnelle qui est très différente qu'en Europe. Et il y a un rapport au travail qui est beaucoup plus transactionnel. Donc, c'est une culture différente. Donc, les marchés ne sont pas forcément très comparables. En tout cas, nous, ce qu'on observe en France, c'est qu'il y a une activité significative au niveau des freelances, mais qui ne vient pas concurrencer, mais qui vient plutôt alimenter, aider même l'activité des cabinets de conseil. D'accord. Et pour conclure, est-ce que tu aurais, les auditeurs sont toujours friands de ça, deux, trois conseils que tu donnerais au David d'il y a 5 ans pour monter une structure de conseil, tout simplement? D'abord, c'est de le faire, parce que c'est un métier formidable. C'est un métier formidable. C'est un métier dans lequel on a la liberté de faire des choix, la liberté d'être utile. On prend beaucoup de plaisir. Moi, depuis que j'ai créé cette entreprise, je me lève le matin en général heureux et avec l'idée que je sers à quelque chose. Ensuite, j'ai le sentiment de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et de croiser, et puis enfin pour le collectif que j'ai le plaisir d'animer m'apporte beaucoup de plaisir, quoi. Donc voilà, donc je dirais lancez-vous. Lancez-vous. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci David en tout cas d'avoir parcouru tous ces sujets d'actualité. Merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt j'espère. À très bientôt, merci.